Bonjour et bienvenue sur espaceproactif.com. Martin avec vous pour la vidéo de la semaine. Un plaisir de vous retrouver. Je n'ai pas été disponible pour faire une vidéo la semaine dernière alors que j'étais dans le Grand Nord canadien du côté de Whitehorse au Yukon pour nos opérations forestières. Je suis maintenant de retour. Toujours un plaisir d'être avec vous. J'en profite pour vous inviter à jeter un œil sur notre nouveau site web, espaceproactif.com. Découvrez nos offres, découvrez nos excellents articles qui ont été écrits par mes acolytes. Et en arrière de ça aussi, partagez la vidéo d'aujourd'hui et donnez-nous un like si vous appréciez le contenu. Contenu toujours riche en informations. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se produit du côté des crypto-monnaies, particulièrement Bitcoin. Il y a eu des mouvements importants de hausse de prix au fil des dernières semaines. Les banques se positionnent. On va confirmer ça avec des informations pertinentes que je vais vous démontrer et aussi quelques petits graphiques et aussi quelques petites informations qui ont attiré mon attention sur le comportement humain. Alors que vous le savez, non seulement le système dans lequel nous vivons, mais aussi l'être humain en soi, tend à repousser à plus tard les problèmes actuels. Et vous allez voir encore une fois l'impact de tout ça. Donc, bonne vidéo en préparation pour la période des fêtes. Je devrais être en mesure de faire une vidéo la semaine prochaine, alors que je vais quitter pour quelques semaines du côté du sud dans cette période estivale. Question de me sauver un peu de l'hiver. Cela dit, donc, écoutez, il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de la difficulté à croire que les marchés boursiers sont purement du casino, complètement manipulés de toutes pièces. Et tristement, donc, vous le savez, à partir du moment où les banques centrales ont la capacité d'imprimer de l'argent à tout vent, puis quand je parle d'argent, on parle bien sûr de devises fiduciaires, hein, ne pas se tromper, mon erreur. Eh bien, ils ont la capacité de manipuler, de contrôler les prix de marché. Et on va voir aussi les répercussions négatives de ça dans les prochaines minutes. Et là, ce que je voulais démontrer, encore une fois, sur les mêmes périodes, vous allez constater en haut à gauche qu'on parle du Dow Jones, donc le secteur industriel américain, le S&P 500, les 500 plus grandes firmes américaines, le Nasdaq au niveau technologique, le Nikkei, l'Eurostock, le DAX en Allemagne. Ben, vous constatez qu'aujourd'hui, les comportements sont très similaires, qu'importe l'économie, qu'importe où nous sommes dans le monde, c'est à croire que tout est bâti de toutes pièces. Et c'est la même chose qui se produit du côté des commodités, les matières premières. Regardez, j'ai mis en haut à droite le cuivre. Vous avez le pétrole, vous avez l'argent qui est en bas et vous constatez que depuis 2008, particulièrement après la crise et la descente de 2008, les comportements de marché sont très, très, très similaires sur toutes les matières. L'autre point important à considérer, si vous regardez au niveau de la charte du cuivre et du pétrole, il y a une ligne horizontale qui a été faite ici. Et d'ailleurs, merci à M. Chris Martinson, qui est la personne qui a partagé dans ses réseaux sociaux directement les chartes que je vous présente à l'écran aujourd'hui. Et ce qu'il voulait démontrer et qui est pertinent, en fait, c'est que la valeur des matières premières sont au même niveau en ce moment que les prix en 2006. Comprenez bien là, qu'il y a eu une énorme dévaluation des devises fiduciaires depuis 2006. Donc, comment voulez-vous que les sociétés minières aujourd'hui aient la capacité de faire de l'extraction de minerais, de faire de la nouvelle exploration, alors que les prix sont de retour au même niveau que 2006? Écoutez, on parle quand même ici d'il y a 17 ans en arrière, bientôt 18, alors que les devises fiduciaires se sont dévaluées, n'est-ce pas? Donc, le pouvoir d'achat des minières est beaucoup diminué. Les niveaux de taxation aussi au niveau des exploitations ont augmenté. Donc, imaginez à quel point on fait face dans le futur à une problématique importante alors que la consommation se poursuit, mais les sociétés minières n'ont plus les rendements nécessaires pour être capables de livrer les matières premières nécessaires pour continuer de stimuler l'économie. Et le pétrole est un peu différent ici que du cuivre, exemple, tel que minerai ou l'argent, parce que le pétrole, dans certains endroits du monde, on n'a pas vraiment besoin de travailler très, très fort pour être capable d'en retirer du sol. On pense à l'Arabie saoudite, le Qatar et autres, où ils ont pratiquement juste besoin de percer un trou dans le sol et tout explose.
Et là, évidemment, que c'est une boutade, comprenez bien que c'est plus compliqué que ça, mais c'est de loin beaucoup moins difficile que d'aller extraire dans le sol et de creuser, de faire du dynamitage et autres pour aller trouver du cuivre et la même chose du côté de l'argent. Donc, vous voyez très bien où je veux en venir à ce niveau-là. Et c'est particulièrement du côté de ces minerais-là où il y a une problématique face aux devises fiduciaires actuelles et la perte de pouvoir d'achat des minières. D'autant plus qu'au fil des derniers mois et des dernières années, ben, vous le savez, beaucoup de gens ont été endoctrinés. Les investisseurs ne veulent plus contribuer à investir dans des compagnies qu'ils considèrent comme étant polluantes. Et par le fait même, donc, vous comprenez que les sociétés minières perdent du pouvoir à libérer de la liquidité pour poursuivre leurs activités. Donc, on va faire face à un short squeeze important dans plusieurs matières. Et la raison principale pourquoi, très simple, parce que les matières premières, comme plusieurs autres produits sur les marchés boursiers, ne sont pas libres d'avoir accès à un vrai prix réel versus l'offre et la demande. Et tout ça dû aux manipulations de marché. Donc, comprenez bien que c'est inévitable. Il y aura un jour ou l'autre une déconnexion, une explosion. Et ce n'est pas seulement vrai dans le prix de l'or ou de l'argent qui sont, comme vous le savez, des monnaies aussi depuis plus de 5000 ans, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières premières. Donc, ça va être intéressant de surveiller ça. Maintenant, je ne crois pas ici que je vais vous présenter des chartes qui vont vous impressionner alors que vous le savez déjà, mais tout simplement de le mettre en contexte versus les autres graphiques que je vais vous démontrer par la suite. Donc, lorsqu'on parle le niveau de croissance économique de différents pays versus la dette publique. Donc, on sait très bien depuis très longtemps que les pays utilisent la dette pour pouvoir continuer de générer une économie qui est complètement morte en ce qui me concerne. Et là, vous voyez les différents niveaux. Donc, depuis les années 2000, aller jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux années 2023, vous voyez à quel point l'Espagne a complètement explosé sa dette versus, évidemment, la production économique du pays. Même chose du côté de la Grande-Bretagne, UK. Vous regardez les États-Unis, vous regardez le Canada, vous regardez l'Allemagne et la France. Déjà là, c'est déjà un net avantage. Hein. Vous voyez clairement que l'Allemagne s'endette à peu près équivalent à son GDP, ce qui est déjà beaucoup plus responsable politiquement que ce que nous sommes en train de voir du côté des autres pays que je vous démontre. Donc, on comprend que l'Europe, on comprend que les pays de l'Occident sont en difficulté et qu'inévitablement, tout ce beau château de cartes-là va finir par tomber. C'est inévitable. Et vu que au niveau politique, au niveau économique, au niveau des grands pays du monde, des grandes consommations, eh bien, on y va avec la dette. Eh bien, comprenez bien qu'au niveau individuel, ce n'est pas différent. Et là, ce qu'on a appris lors du Black Friday, ce qui est un événement important du côté des pays de l'Occident pour tenter d'économiser en préparation de la période estivale à venir avec Noël et le jour de l'an, eh bien, les gens en ont profité cette année pour acheter davantage en ligne que d'aller directement dans les grandes succursales. Et ce qui se produit aussi, et c'est là où c'est intéressant de le constater, c'est que vous avez eu une forte augmentation du volume de gens qui ont utilisé des programmes qu'on appelle acheter maintenant, payer plus tard. Et par le fait même, vous voyez le graphique de droite où les gens ont acheté en ligne. Et la raison principale pourquoi ils ont acheté en ligne, c'est pour se permettre de repousser à plus tard les paiements ou de aussi de diversifier les paiements sur une plus longue période. Donc, au lieu de payer la carte de crédit immédiatement, on va le faire en plusieurs versements. Donc, encore une fois, c'est un contexte mental, émotionnel où les individus ont beaucoup de difficultés à laisser tomber le rythme de vie actuel alors qu'ils n'ont plus les moyens. Et tristement, bien, vu qu'ils ne veulent pas démontrer à leur famille et amis qu'ils sont dans une situation financière difficile et que aussi, encore une fois, il y a un contexte, comme je vous mentionne, qui est psychologique en arrière. Les gens veulent maintenir leur rythme de vie, même s'ils n'ont pas les moyens nécessaires financièrement parlant. Eh bien, on repousse tout simplement les paiements à plus tard. Et c'est ce qui a été démontré lors du dernier événement de Black Friday il y a quelques semaines en arrière. En même temps, vous le savez, et c'est ce qu'on va discuter dans les prochaines minutes,
Le système bancaire lui-même est en défaillance dans plusieurs contextes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Vous voyez clairement que Wells Fargo, qui est quand même un joueur important du côté secteur bancaire américain, eh bien, cesse complètement d'offrir des lignes de crédit par rapport aux nouvelles équités sur les maisons. Donc, on voit clairement qu'il y a de plus en plus de difficultés du côté des banques américaines à faire du prêt, ce qui est déjà vu, alors que c'est ce qui s'est produit aussi en 2008 lors de la dernière débâcle économique. Et là, comprenez bien pourquoi les banques, comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, sont à la recherche de nouveaux revenus potentiels. Ils ont besoin d'augmenter leurs revenus alors qu'ils ont dans leur bilan beaucoup d'actifs négatifs. Je vous invite, si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, à aller regarder au moins les 2 dernières que je vous ai présentées sur notre chaîne et vous allez comprendre de quoi je discute aujourd'hui avec vous. Mais la réalité, c'est qu'ils ont besoin de générer des nouveaux revenus. J'avais fait part à l'époque qu'il y avait potentiellement énormément de pression sur la Security Exchange Commission aux États-Unis pour approuver des produits financiers dérivés appuyés à Bitcoin et aux différentes crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est purement une source de revenus additionnels nécessaire aujourd'hui, alors qu'ils ont des pertes accumulées importantes. Et d'ailleurs, regardez bien, c'est les nouvelles qui ont attiré mon attention ici qui sont intéressantes par rapport à Bitcoin. Eh bien, comprenez bien que ce qu'on appelle le spread, donc la différence qui est un profit qui peut être généré directement par les banques dans les transactions, eh bien, est beaucoup plus élevé pour faire de la transaction de Bitcoin futur versus les autres produits qui sont disponibles au niveau des frais. Donc, premièrement, comprenez bien que Bitcoin propose au système bancaire d'avoir des revenus générés qui sont plus intéressants que plusieurs autres produits. Qu'on parle de produits dans le Forex, qu'on parle de produits dans les contrats futurs, donc des produits dérivés qui sont offerts, ou bien même des ETF, donc Exchange Trade Funds. Donc ça, c'est argument numéro 1 des capacités de revenus sur les transactions qui est très intéressant au niveau bancaire. Donc, vous comprenez pourquoi les banques aujourd'hui, les sociétés financières, cherchent à pousser la SEC à approuver, évidemment, des ETF, des produits transactionnels adossés à des bitcoins. Maintenant, c'est bien beau pour les institutions financières de vouloir accéder à des produits qui vont leur permettre d'acheter des bitcoins pour le bénéfice de leurs clients qui en demandent. Mais il faut les trouver, les bitcoins, n'est-ce pas? Et là, on ne perd pas de vue 2 autres informations importantes ici. Premièrement, il y a environ 70% des bitcoins qui ont été minés depuis le jour 1, en 2009, lorsque Satoshi Nakamoto a fabriqué évidemment sa première pièce au niveau de minage et autres. Et à partir de là, donc, vous avez depuis 2009 70% des bitcoins qui, depuis les 5 dernières années approximativement, ne bougent plus des clés publiques auxquelles ils sont impliqués. Donc, dans les comptes, et je dis publics, pardon, dans les clés privées. Donc, c'est l'équivalent de dire quoi ici? Très simple. 70% des gens qui détiennent des bitcoins dans leur wallet, dans leur portefeuille depuis les 5 dernières années, ne les transigent pas, ne les utilisent pas non plus pour faire des achats quelconques, les gardent tout simplement parce qu'ils comprennent que c'est une valeur qui va augmenter au fur et à mesure que les devises fiduciaires vont perdre leur pouvoir d'achat. Donc, déjà d'entrée de jeu, si on prend pour acquis qu'il y a 18 millions de bitcoins qui ont été minés jusqu'aujourd'hui depuis 2009, vous quantifiez sur ce 18 millions-là qu'il y en a approximativement 5 millions qui ont été perdus, parce qu'il faut comprendre qu'à une certaine époque, de garder des bitcoins en main était relativement difficile aussi pour les mettre en portefeuille et autres. Donc, dans les premières années, il y a beaucoup de bitcoins qui ont été perdus par des investisseurs, des spéculateurs ou bien même tout simplement des individus ou des sociétés parce qu'ils ne savaient pas exactement comment bien manipuler pour préserver en fait leur actif numérique. Donc,
On prend ici qu'il y a environ 5 millions de bitcoins qui sont gelés dans l'Internet auxquels personne n'a accès. Donc, on est rendu à 13 millions sur 18. De ces 13 millions-là, il y en a 70% approximativement qui n'ont pas bougé de compte depuis 5 ans. Et là, vous avez évidemment toutes les sociétés institutionnelles qui veulent accumuler des bitcoins. Et comprenez bien que comparativement aux devises fiduciaires, Bitcoin ne peut pas être imprimé de toutes pièces. Et là, qu'est-ce que les sociétés institutionnelles financières font en ce moment pour tenter, évidemment, de ne pas bouger le prix du marché tout en voulant récupérer des bitcoins? Priorité numéro 1, eh bien, c'est de faire des transactions qu'on appelle over the counter, donc des transactions en privé qui ne passent pas nécessairement par les marchés boursiers et par le fait même qui ne bougent pas le prix sur le marché, parce que s'il y a très peu de bitcoins qui sont disponibles alors qu'il y a une énorme demande, bien, plus les sociétés institutionnelles vont vouloir évidemment s'exposer, plus le prix de bitcoin va exploser. Et comme on vient de discuter ensemble, il n'y en a pas des tonnes de bitcoins de disponibles alors que les institutions veulent en acheter. Donc, ils retournent vers quoi en ce moment? Ils cherchent à trouver des transactions qui sont en dehors des systèmes actuels de transactions et ils vont aussi vers les sociétés de minage de Bitcoin pour acheter des Bitcoins fraîchement minés. Et regardez ce qui est en train de se produire de ce côté-là quand on vous dit que les sociétés d'investissement et les grandes banques sont en train de prendre le contrôle du marché des crypto-monnaies. Vous avez vu au fil des dernières semaines que le plus gros échange crypto, Binance, a été attaqué au niveau régulatoire. Vous avez Coinbase aussi qui a été attaqué par le SEC au fil des derniers mois. Donc, il y a fort à parier que les échanges qui ont pris vie dans le monde de la crypto vont disparaître au bénéfice des échanges conventionnels qui sont déjà utilisés dans le monde bancaire. Regardez ici ce que je vous présente ici comme preuve. Premièrement, vous avez la société Argo Blockchain qui a nommé un nouveau chef exécutif aux opérations, donc un nouveau président dans la compagnie. Et la compagnie Argo est allée chercher l'ancien Thomas Chipas qui était actuellement aux opérations du marché Chicago Exchange aux États-Unis. Et c'était en fait l'ancien CEO du CBOE digital. Donc, le mec qui provient évidemment du secteur bancaire avec tous ses potes, eh bien, vient de se positionner au bénéfice de la société de minage Argo Blockchain. Donc, vous voyez encore une fois que le secteur bancaire est en train, et les acolytes de Wall Street sont en train de se positionner dans le monde de la crypto. Ce n'est pas nouveau, mais c'est encore une fois un fait qu'on est en train de démontrer. Une autre société qui a fait une nouvelle importante depuis ma dernière vidéo, qui est la société Bitfarms, que je vous avais présentée déjà il y a quelques mois en arrière. Eh bien, Bitfarms a conclu une entente avec une société institutionnelle pour un prêt de 60 millions de dollars canadiens qui leur permet d'acheter du matériel technologique. Donc, ils ont acheté des dizaines de milliers de nouveaux mineurs Bitmain T21, donc la dernière technologie du côté de la société Bitmain, pour pouvoir accentuer en fait leur production de minage avant le halving qui aura lieu vers le mois d'avril, mars-avril l'année prochaine. Et parce que vous avez compris que du côté de Bitcoin, à chaque 4 ans, ben, il y a 50% de production de Bitcoin qui devient de plus en plus difficile à produire, tout simplement parce qu'il y a moins de Bitcoin en production à chaque 4 ans avec les événements qu'on appelle le halving. Et par le fait même, donc, les sociétés de minage désirent investir aujourd'hui pour extraire un maximum de Bitcoin de disponible pour les vendre à profit. Donc, il ne serait pas surprenant de voir que les institutions financières investissent dans les sociétés de minage telles que Bitfarms, prennent le contrôle des sociétés de minage pour pouvoir permettre d'offrir des bitcoins directement, des bitcoins vierges qui n'ont jamais été exposés à du blanchiment d'argent potentiel ou autre, ce qui est demandé par les sociétés d'investissement et les institutions occidentales pour ensuite être retransmis alors qu'il y aura inévitablement des nouveaux produits financiers qui seront développés sur le monde de la crypto-monnaie
contrôlé par le système financier actuel. Il faut bien le comprendre. Donc, je pense que ça, vous avez deux bonnes informations ici. Et encore une fois, pour confirmer tout ça, eh bien, le Nasdaq, qui est l'indice des nouvelles technologies américains, donc un marché d'échange déjà bien contrôlé par le système financier, comme vous le savez, eh bien, a lancé le 30 novembre dernier une nouvelle concernant maintenant des crédits carbone qui seront livrés directement dans une technologie de contrat intelligent. Donc, reste à voir quelle technologie sera utilisée, mais vous comprenez bien maintenant que le monde de la crypto-monnaie s'en va du côté du secteur financier. Le secteur financier est en mode de désespoir, besoin de générer des nouveaux revenus alors qu'ils ont fait des conneries et perdu énormément de milliards d'argent, comme vous le savez, de devises fiduciaires. Et par le fait même, on cherche des nouvelles alternatives et c'est inévitable que le secteur des contrats futurs va exploser dans les prochaines années. Les actifs physiques vont devenir des actifs numériques et on est en train de voir cette tendance-là apparaître. Donc, encore une fois, bravo à tous ceux qui sont dans la première garde, dans la première génération d'investisseurs et de spéculateurs qui ont vu le vent venir. Et là, on est en train de voir justement les changements, particulièrement depuis 2017. Mais ça devient de plus en plus concret parce que les banques ont un besoin important de nouveaux produits à vendre alors que leurs clients le demandent. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais tenter de faire une vidéo la semaine prochaine. Ce n'est pas une certitude. Sinon, je vais le faire à partir des palmiers où je vais être. Et je ferai un effort pour pouvoir vous présenter une vidéo avant Noël. Donc, d'ici là, j'en profite pour vous souhaiter aussi un bon week-end. Amusez-vous bien. À la prochaine.